Samedi 4 novembre 2023. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Presse Club. Presse Club, vous le savez, c'est votre émission. Ici, nous analysons l'actualité avec beaucoup plus de cohérence et surtout avec pertinence. Mais avant tout, passons à l'actualité de la semaine. Situation sécuritaire en République démocratique du Congo, le vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo, a introduit une requête lors de la réunion de hauts fonctionnaires du comité ministériel de l'organe de la SADC tenue vendredi 3 novembre à Luanda. Cette recommandation exige le déploiement de troupes de la communauté de déploiement des développements plutôt de l'Afrique australe ait lieu avant la tenue des élections de décembre 2023. Et c'est dans cette optique que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est attendu ce samedi à Luanda, en Angola, pour participer à la conclusion de travaux du sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la SADC entamé le 31 octobre dernier. Ce sommet sera consacré principalement sur le déploiement de la force de la SADC dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et après sa nomination, le général de brigade Edi Kapenda a officiellement pris les commandements de la 22e région militaire vendredi 3 novembre. La cérémonie de remise de l'étendard a eu lieu au camp Vangu à Lubumbashi en présence du lieutenant général Sikabwe Asindafa, le chef d'état-major de la force terrestre de la RDC. Et rentrée judiciaire, le Conseil d'État a ouvert l'année judiciaire 2023-2024 conformément à l'article 24 de la loi organique de 2016 portant organisation et fonctionnement de juridiction de l'ordre administratif. C'était en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et on parle processus électoral en République démocratique du Congo. Après la validation de sa candidature par la Cour constitutionnelle, Moïse Katumbi s'est adressé à la population congolaise. Il a, au cours de son adresse, énuméré plusieurs défis à relever une fois à la tête de la RDC, notamment la gabegie financière, au détournement, à la corruption et au tribalisme, mettre fin à l'insécurité et aux tueries dans la partie est du pays, couper court à l'instrumentalisation de la justice, doter la RDC d'une administration efficace et d'une armée républicaine professionnelle. Moïse Katumbi a par ailleurs salué l'attitude de la CENI et de la Cour constitutionnelle pour le traitement équitable des candidatures. Et il y a controverse autour du budget de 9e jeu de la francophonie. Le ministre national des Finances, Nicolas Kazadi, est attendu à l'Assemblée nationale suite à la question orale avec débat lui adressé par le député national Ados Ndombassi, qui attend des explications sur le budget de l'organisation de 9e jeu de la francophonie tenu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Et cette information en crise au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, un collectif de députés provinciaux ont rencontré le vice-premier ministre de l'Intérieur Peter Kazadi. Au cours de cette rencontre, ces députés ont plaidé auprès du numéro 1 de la territoriale la rouverture de cet organe délibérant au regard de la clôture de la dernière session parlementaire. Peter Kazadi les a promis une réponse dans le prochain jour. Voilà ce qui a marqué la semaine. On passe à présent aux invités. Vous savez, je ne suis pas seule. Je suis avec Gardi Diana, éditeur du journal Le Franc Éditeur. Le Franc Tirant. Le Franc Tireur. Voilà. Ok, bienvenue. Merci madame et bonjour aux téléspectateurs et aux co-débatteurs. Et là, je suis également avec Armand Moukoulou, analyste politique. Bienvenue Armand. Merci madame, je suis très ravi de me retrouver ici sur cette plateforme avec des amis avec qui nous allons essayer un peu d'analyser sur les sujets pertinents de notre pays. Merci. Merci en tout cas. Gradi Bongwele. Il y a Gardi et Gradi. Ça prête un peu la confusion, mais je me rattrape. C'est Gradi Bongwele, journaliste à Congo Buzz. Bonjour et merci de l'invitation. C'est une fierté d'être en face de ces éminents analystes et je pense que nous allons passer des bons moments en faisant des analyses objectives. Merci. Merci. Là, nous ouvrons le débat. Nous parlons de la prise en fonction du général Edi Kapenda. Vous savez, il a pris ses fonctions hier au Katanga.
La question est de savoir comment comprenez-vous lorsqu'il dit les politiques fassent la politique et que l'armée est là pour la défense. Gardi Diana. Merci, je crois que c'est dans la continuité de ce qu'on a déjà évoqué ici. La nomination d'Edi Kamen vient répondre à plusieurs autres besoins. Au-delà de besoins sécuritaires, il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte électoral où, avant la nomination d'Edi Kamen, il y a un natif du Grand Katanga, un ancien général de surcroît, John Numbi, qui a fait des déclarations de nature sécessionniste et très clivantes. Et qu'au-delà de ça, le Katanga aujourd'hui est presque le bastion de l'opposition. Et quand on craint que cette situation puisse dégénérer et puisse porter préjudice non seulement l'approche au contexte sécuritaire du pays, mais aussi déranger la bonne tenue des élections, il était normal qu'il y ait du répondant, question de pouvoir assurer la paix. Mais je crois que à la limite, Edi Kapen devra aussi à son tour éviter de tomber dans le politique, c'est-à-dire on ne corrige pas une erreur en commettant une autre erreur. S'il pense que les politiques s'engagent ou sont dans la dynamique de vouloir embraser la province, il ne faudra pas qu'il arrive avec des déclarations qui exacerbent, c'est-à-dire qu'il fasse son travail, ça c'est une certitude, parce que quand il le dit comme ça, ben en fait, à moins que la population lambda ne soit pas en mesure de lire entre les lignes, mais je crois que ce n'est pas le cas, c'est facile à comprendre que finalement c'est un message lancé, c'est un non-dit à ces politiques-là qui ont fait des déclarations à tout va, menaçant parfois d'embraser cette partie de la République pour des intérêts mesquins et pour des questions d'ordre politique. Mais pour moi, je crois que Edi Kapen, c'est quelqu'un qui a un bon background, mais en fin de compte, il ne faudra pas aussi qu'il aille avec un esprit protagoniste. Il ne faudra pas qu'il aille dans l'idée de pouvoir engager un bras de fer, sinon ça risque de porter préjudice à lui, parce qu'il ne faudra pas qu'il oublie. C'est vrai qu'il gère l'armée, mais les politiques ont un avantage, c'est d'avoir la dynamique interne, c'est-à-dire la force sociale. Et dès lors que cette force-là entre en ligne des murs, l'armée viendra en sapeur-pompier, mais finalement les dégâts risquent d'être énormes. Et je crois que s'il y a un travail qu'il doit faire, c'est un travail stratégique dans le calme, comme on dit. L'armée est la grande muette, et il doit apprendre à se taire et à beaucoup travailler. Grady Bongwele. Pensez-vous que la présence du général Edi Kapen va vraiment changer la donne dans la partie du Grand Katanga? Ben écoutez, ça va rien changer, parce que Edi Kapen, je ne pense pas qu'il a été envoyé au Katanga pour rétablir la paix ou faire en sorte que l'ordre soit rétabli dans cette partie. Edi Kapen, j'ai comme l'impression qu'on l'utilise pour des règlements des comptes. Vous voyez, Edi Kapen, c'est le cousin de Laurent Désiré Kabila. Vous en avez de preuves? C'est une analyse qu'on est en train de faire. Edi Kapen, c'est le cousin de Laurent Désiré Kabila. Et Laurent Désiré Kabila, c'est l'ancien président de la République qui a été assassiné en 2001, et d'après la justice congolaise, Edi Kapen était complice, n'est-ce pas, de la disparition de Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, il est libre, aujourd'hui il a réintégré l'armée, mais je me demande pourquoi seulement attendre, pourquoi seulement avoir entendu la sortie médiatique de John Numbi pour envoyer Edi Kapen au Katanga. Quelqu'un qui a fait, je crois, 19 ans ou 20 ans en prison, est-ce qu'il a toutes les facultés en place pour pouvoir mener à bien la tâche qu'on lui a confiée? C'est une question. Mais lorsqu'il dit que la politique aux politiciens et l'armée à la défense, il s'adresse à qui? La personne qui a parlé du soulèvement militaire, c'est John Numbi. Est-ce que Edi Kapen a des informations que des politiques seraient derrière lui? Je ne pense pas. Je crois qu'en ces moments, il doit faire en sorte que sa réputation ne soit plus encore ternie, parce qu'il a été pendant plusieurs années en prison. Aujourd'hui, il a bénéficié de la grâce présidentielle et il a réintégré l'armée. Je crois qu'il doit se mettre au service de la nation. Il doit faire en sorte que ses prouesses, tout ce qu'il va faire soit perceptible, afin que nous puissions, n'est-ce pas, donner raison au président de la République. Mais faire ce genre de déclarations, je ne pense pas que c'est une bonne chose pour lui et pour la République. Alors, Armand Monkoudou. Bon,
Avant d'y entrer, je voudrais d'abord dénoncer une chose. Bon, je sais que peut-être nous tous ici, nous avons suivi ça aussi sur la toile, où j'ai vu les journalistes Sonia Roley, Adjar Mesdames et puis Jocelyne Mould en train de publier des articles, des informations que moi je qualifie certainement de rumeurs hostiles à l'appel d'offres lancé par le président de la République concernant les gaz pétroliers et puis les gaz, les processus d'offres des blocs pétroliers et gaziers. Et donc, parce que nous devons comprendre une chose. Lorsque le président de la République a pris cet engagement-là, d'entrer sur ce chemin-là, c'est d'abord pour valoriser tout ce qui est ressources pétrolières de notre pays. Parce que le président de la République s'est dit, c'est vrai, c'est bien bon de bomber le torse, de bomber la poitrine, de se dire que nous avons ici la richesse et ainsi de suite, mais si ça ne profite pas à la population congolaise, ça veut dire tout simplement nous ne faisons absolument rien. Et donc il faut s'ouvrir vers les autres, il faut aller ailleurs, il faut aller dans les industries, il faut aller vers les investisseurs, ceux qui fonctionnent dans ces domaines-là, qui peuvent venir l'exploiter. Et l'appel d'offres a été lancé en respectant toutes les démarches possibles dans le domaine mondial, même dans ce qui concerne ces secteurs-là, pétroliers et gazés. Mais lorsque je vois des journalistes aussi renommés comme ça en train de jeter des pierres sur ces processus-là, sur cette démarche, je me dis, ils ne veulent pas, ou bon, ce sont des dames, elles ne veulent pas le ministre Didier Boudimbo. Là, elles veulent toucher l'œil du président de la République. Ouais, et donc, ce sont des choses à dénoncer. Ce n'est pas une bonne manière de faire la presse. Je crois quand on est journaliste, on fait bien son métier au lieu d'entrer dans des politisations pour essayer un peu de discréditer ces processus, de décourager ce monde extérieur qui est déjà dans ce processus-là de validation, ainsi de suite. Alors c'était une dénonciation, ce n'est pas en fait ça le sujet. Voilà, je reviens maintenant dans le sujet. Non, mon ami Grady a dit Edi Kapen serait complice. Non, serait, heureusement tu as parlé au conditionnel. C'est vrai, la justice a fait son travail, c'est ce que nous allons dire. Mais vous savez, dans notre pays, la mort, sinon le décès de Mouzé Laurent Désiré Kabila, jusqu'aujourd'hui, n'est pas tout à fait pris par rapport à ce qui s'est passé. Et donc, il y a une fluidité dans ça. Vous voyez? Et donc, si vous voyez même les enquêtes internationales, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des lots à boire. Donc, il y a beaucoup des histoires qui se sont passées là, où on a vu à un moment donné, Edi Kapen voulait qu'on puisse remédier, son procès puisse être public. On ne voulait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui serait à la base de cette interdiction-là. Je pense que ça fait partie de son passé. Vous avez également un passé. Aujourd'hui, nous parlons d'Edi Kapen étant commandant de la 22e région militaire et qu'il a, au cours de cette cérémonie, dénoncé ou parlé de cette phrase « Les politiques face à la politique et l'armée à la défense ». Il faudrait d'abord comprendre qu'Edi Kapen était en prison. Après avoir été acquitté à titre exceptionnel, il devrait fixer d'abord les esprits de cette obédience militaire. Il fallait d'abord fixer les esprits. Il faudrait que ces militaires, ces vaillants combattants-là puissent comprendre que nous avons en face de nous un chef. Ça, ce sont des techniques militaires. Ils devraient le faire. C'est vrai. Après, vous allez voir, il va continuer à fonctionner dans la technicité muette. Vous allez me donner raison. Vous ne verrez plus Edi Kapen en train de parler à tout moment. Ça, je vous rassure. Mais il faudrait d'abord qu'Edi Kapen puisse faire voir à ces vaillants combattants-là que j'existe. Je suis là, j'ai mes aptitudes comme tout militaire. Et donc, je ne suis pas, je dirais, un arbre à moitié mort. Donc, j'existe. Et puis, c'est aussi tout à fait important, comme Marc Diana l'a dit, pendant cette période je dirais des tensions, cette période préélectorale, où il y a des turbulences qui s'activent déjà de part et autre, et il fallait que Edi Kapen, dans son rôle, dans ses prérogatives, comme le commandant de la 22e région militaire, qu'il essaye un peu de remettre les choses à l'ordre. Que ces politiciennes comprennent réellement
que la politique, c'est aux politiciens. Mais la défense, l'armée, les histoires liées à la sécurité qu'on sort, ça n'engage pas la politique ou les politiciens. Qu'il y ait cette différence entre l'offre politique et l'armée, qui est en réalité un secteur muet, qui fonctionne dans l'ombre, dans des stratégies, qui ne parlent pas en fait, mais qui agit. Vous voyez un peu. Et donc sur ces points-là, je ne vois pas pourquoi nous allons directement condamner la sortie d'Edi Capen, parce qu'il l'a fait dans le cadre de ses fonctions. Il n'est pas allé sur un média pour le dire. C'est vrai qu'il y a la couverture médiatique parce que, comme nous le savons, dans l'armée, il y a beaucoup de départements qui fonctionnent aussi pour relayer les informations, mais il l'a fait dans le cadre de ses fonctions, dans le cadre des mouvements militaires, dans le cadre de, comme je l'ai dit, de cet éveil militaire. Vous voyez, il n'est pas sorti en dehors de ses prérogatives. Et donc, sur ces plans-là, je ne vois pas pourquoi nous allons aller dans le sens contraire de ce qu'Edi Capen a pu peut-être faire. Seulement, ce que nous attendons, c'est son travail sur terrain. Dire c'est bien bon, mais ce que nous attendons comme citoyens congolais, c'est qu'il puisse prouver suffisamment qu'il est l'Edi Capen là, qu'on connaissait depuis très longtemps, qu'il est l'Edi Capen que le chef de l'État vient de donner, de refaire la confiance, de reformuler la confiance, et qu'il puisse honorer le commandant suprême, le chef de l'État, qui l'a remis dans, je dirais, dans ses droits les plus légitimes. Ouais. Et donc, je crois bien, nous devons lui laisser le temps de travailler. Au lieu de commencer à faire des préjugés, des supputations derrière sa sortie qu'il venait d'effectuer là. Gardidiane, moi j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que la province du Haut-Katanga serait le lieu où partirait le chaos en marge du processus électoral en cours? Être les lieux par où partirait le chaos, c'est trop dire. Je ne suis pas de l'école de ceux qui qualifient les infractions avant les actes, ça c'est une certitude. Mais je crois qu'aujourd'hui, il ne faudra pas négliger certains aspects de choses. Tout part en marge de ce qu'il venait de dire, et son discours. Donc, en fait, dans son discours, moi, je vous ai dit que j'ai reproché une seule chose, c'est que, en tant que commandant de la 2e région militaire, c'est-à-dire qu'il y va là-bas pour faire un travail de sécurité, il faudra qu'il se comporte autant que l'armée l'est dans ses principes, c'est-à-dire qu'il soit un peu plus muet et beaucoup plus pragmatique. Je crois que ces déclarations-là ont tendance à exacerber un peu les espaces politiques, mais n'empêche qu'on ne peut pas revenir sur beaucoup d'éléments. Écoutez, il est différent de voir les choses du point de vue de la sécurité quand on veut rester sur l'approche sociologique. Par exemple, ici il n'est pas question de remettre en question est-ce qu'Edi Capen sera-t-il à la hauteur de la tâche ou pas. Quand on a un background d'Edi Capen, on ne dit quand même pas qu'il va échouer, et surtout qu'il ne faut pas qualifier les infractions avant les actes. Il vient à peine de prendre ses fonctions, attendons voir à l'œuvre. Les raisons pour lesquelles il est arrivé là-bas, on en a déjà évoqué. En renseignement, on ne néglige rien. Quand vous avez un ancien proche de l'ancien, un proche de l'ancien régime qui fait des déclarations incendiaires, vous êtes dans les renseignements, vous ne prenez pas à la légère. À la limite, il faudra éviter de tomber dans les curatifs. Le préventif a toujours été mis, surtout dans l'approche sécuritaire, ça c'est une certitude. Et je crois qu'on ne va pas se poser la question pourquoi il est là et comment. Il est là pour faire un contrepoids, et surtout pour un contexte électoral. Il ne faudra pas oublier qu'il y a certaines hypothèses. Aujourd'hui, l'opposition congolaise brille souvent par des discours anxiogènes dans le but de préparer la contestation. Et on ne sait pas de quelle nature la contestation peut être après aujourd'hui. Il est peut-être possible que soit après, soit pendant le processus électoral, qu'on mette le Katanga à feu. Regardons les choses sous un autre angle. Imaginez qu'on arrive pendant la période électorale, pour un petit rien, l'opposition, encore un groupe de politiques, décide de créer une tension sociale dans le Haut-Katanga. Déjà qu'on a eu une bonne partie de la République qui ne vote pas, qui déjà aujourd'hui c'est une vraie discussion sur la notion de l'inclusivité de ces élections. Imaginez l'espace Grand Katanga être écarté des élections pour des raisons d'ordre sécuritaire. C'est presque une manière indirecte d'annuler les élections. Et je crois qu'un gouvernement responsable ne restera pas main croisée pour ne pas le voir. Ici, il ne faudra pas faire de cette question une affaire personnelle. On connaît ce pourquoi il a envoyé là-bas, quitte à lui de pouvoir être fort dans le renseignement, dans l'intelligence et prévenir
tout danger qui peut arriver à ces niveaux-là. Donc je crois que ne faudra pas qu'on tombe dans ça. La question de l'opportunité, pourquoi parler de la déclaration de Numbi? Parce que Numbi, c'est pas un agneau. Numbi, c'est pas un garçon de cœur. Numbi, c'est pas un petit monsieur qu'on peut prendre à la légère. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a dirigé des bataillons. C'est quelqu'un, nous connaissons le sens, le caractère des disciplines qu'il y a dans l'armée. Qui a une certaine maîtrise. C'est pas quelqu'un, quand il dit déclaration, et à la limite, quand on posera la question à qui s'adresse-t-il, a-t-il des informations sur les accointances entre Numbi et les politiques? Oui, mais les déclarations de Numbi étaient politiques. Quand Numbi dit nous avons donné le pouvoir à quelqu'un, il parle de qui? Lui n'a pas été politique. Ça veut dire qu'il a pris part à une dynamique. C'est logique que derrière lui, c'est tout un groupe. Des gens qui revendiqueraient ou qui réclameraient quelque chose. Alors ici, c'est des déclarations qu'on ne prend pas à la légère. Il faut prendre des précautions. C'est pourquoi nous, on lui donne toutes les chances qu'il aille faire son travail. Mais c'est comme je dis, il est là en tant que commandant de l'armée. Il doit apprendre à rester calme, silencieux, ne pas tenir des discours de nature à recréer de la tension. On ne corrige pas une erreur en commettant d'autres erreurs. C'est ça le problème. Donc, à ce niveau-là. Mais si vous me permettez, je veux en quelques secondes évoquer un élément essentiel, parce que j'ai entendu Armand Mkoul en parler. Nous, on a déjà dit ça depuis toujours. Le Congo est à la croisée du chemin. La question de l'appel d'offres, si vous vous souvenez, les grandes firmes ne sont pas venues parce que, pour eux, il n'est pas question des traités d'égal à égal, il n'est pas question de rentrer dans des circuits conventionnels. C'est pourquoi vous verrez Greenpeace généralement en tête. Ils utilisent la technique d'influence que l'on appelle l'effet halo. On vient sur des questions environnementales, mais derrière, il y a des grands boinas qui instrumentalisent pour taper, jusqu'au point, quand vous lisez les rapports, on va remettre en question le passé d'un ministre. J'ai dit, ah, tiens, ce type de journalisme existe aussi, a atteint aussi l'Europe, où on relève une enquête, on rentre dans le passé du ministre, il a été en Belgique, ceci, il aurait été arrêté, il a pris l'argent, il l'a dépensé dans ses produits des luxes, ses produits des beautés et autres. C'est à ce niveau-là, vous comprenez qu'il y a une certaine subjectivité et ça répond à un besoin. Il ne faudra pas oublier que la plupart des blocs appartenaient à, comment il s'appelle, Dan Gertler. Et nous connaissons la suite, c'est-à-dire qu'il y a une forme de pression, il y a une forme de guerre à ces niveaux-là, parce que pour les autres, c'est des choses, on devrait continuer dans l'opacité et ne pas aller dans l'idée de pouvoir rentabiliser ces secteurs-là. C'est logique. Si vous voulez maintenant mon point de vue, je crois qu'à la limite du possible, c'est aussi de la responsabilité du ministère des Hydrocarbures. À la limite, près aujourd'hui, avec les systèmes de nouvelles technologies, faites en sorte qu'il y ait une dose de transparence dans ce que vous faites. Évitez de souvent être à la réaction. Être dans l'action, anticipativement, mettre à la place publique déjà des éléments pour éviter ce genre d'attaques personnelles. Ça veut dire qu'on transcende la dimension État et c'est triste et c'est malheureux, ces genres de choses. Merci Gardi Diana. Grady Bongwele, vous êtes d'avis que la province du Haut-Katanga serait le lieu où partirait le chaos en marge du processus électoral en cours? Mais pourquoi dire ça? C'est parce que c'est la province de Katumbi, parce que c'est la province de Joseph Kabila. Je ne vois pas les choses du même œil que Gardi Diana, parce que la province du Katanga, c'est pas une province en proie à l'insécurité. L'insécurité, c'est dans la partie est de notre pays. La nomination ou la réintégration d'Edi Kapen dans l'armée répond à ce que je vous ai dit. Donc, on l'utilise pour des règlements des comptes. C'est ça la vérité. Parce que Félix Tshisekedi prend le pouvoir en 2018. Il a fallu attendre la dislocation de l'alliance FCC-Cash pour que Kapen sorte de la prison. Mais on nous dit non, c'était avec l'aval de la famille de Joseph Kabila. Et après la sortie médiatique de John Numbi, il réintègre l'armée, on l'envoie, n'est-ce pas, dans les grands Katanga. Il arrive, il dit la politique aux politiciens. Il s'adressait à qui? Pourquoi vous fouillez toujours dans son passé? Je ne fouille pas dans son passé. Vous êtes toujours dans son passé. Non, j'essaye de retracer son histoire pour faire asseoir ma thèse selon laquelle on l'utilise pour un règlement des comptes entre les deux protagonistes. Et moi, je pense que quelqu'un qui est né en 1960, il a passé presque toute sa vie, n'est-ce pas? Il a passé 20 ans, 19 ans, 20 ans en prison. Il va diriger la province du Haut-Katanga. C'est vrai, il a des diplômes en philosophie, oui, mais je pense que
toutes ces années passées en prison ne vont pas lui permettre, n'est-ce pas, de bien comprendre comment la province, les enjeux de la province. Je pense que Edi Kapen aurait pu être envoyé même dans des centres de formation militaire, dans des centres d'encadrement militaire, pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre son intelligence, son expérience au service de l'armée. Mais aujourd'hui, lui donner une province comme le Haut-Katanga, avec tous les enjeux, et je pense que ce n'est pas une bonne décision pour le président de la République. Il aurait pu faire mieux, mais de toute façon, on attend voir ce que ça va donner comme résultat. Armand Monkoulou. Bon, je comprends mon ami. Vous savez, dans la sociologie militaire, il y a le comportement de l'homme qui stimule en fait la réaction des autres. C'est tout à fait normal. Lorsqu'on voit un militaire, il parle, il dit quelque chose, vous verrez la suite, ça sera des interprétations, ça sera... il a dit ça pour peut-être frustrer les autres, il a dit ça pour menacer, c'est tout à fait normal. Si vous vous rappelez à l'époque même, à l'époque de la Première Guerre mondiale, avec le général Dreyfus, c'était presque la même chose. Il sortait de la prison après 20 ans de prison, si je ne me trompe pas, quand il sortait, il avait fait... 21 ans particulièrement. Voilà. Il a fait un point de presse comme ça qui a presque menacé, je crois, tout le monde. Or, cela n'est pas la réalité des choses. J'insiste ici, Edi Kapen est militaire. C'est vrai, il est en prison. Mais il a été réintégré dans l'armée. Donc, à ce moment ici, nous devons le considérer comme militaire. Donc, il est en fonction. Et je vais faire maintenant une sorte de comparaison, des parallélismes et des comparaisons entre les propos de John Numbi et les propos d'Edi Kapen. Vous allez comprendre que lorsque John Numbi dit des choses, lorsqu'il fait des sorties médiatiques, vous savez qu'il menace la République. Il n'est pas ici là en exil. Il menace la République. Mais il ne faudrait pas oublier aussi que John Numbi ne fit pas le très Saint-Père, comme on peut le dire. John Numbi a des dossiers ici dans notre pays, nous le savons. La mort de Cécile, Tchébéa, beaucoup de gens. Il y a des dossiers ici qui tombent sur la tête de John Numbi. Mais il n'est pas ici, il est en exil. Quand il fait des déclarations, quand il fait des sorties médiatiques, quand il menace la sûreté de l'État, il menace l'intégrité territoriale de l'État. Ce n'est pas parce qu'il est en dehors du pays, ce n'est pas parce qu'il est en dehors de nos frontières que nous devons le négliger. Alors, dans l'armée, il y a aussi des stratégies militaires que nous, peut-être, nous ne maîtrisons pas. Vous comprenez? Et donc, je n'aimerais pas que nous puissions beaucoup insister, ou soit nous puissions beaucoup nous opposer à ces propos tenus par Edi Kapen, d'autant plus que je ne vois aucun dégât sur la vie sociétale. Je ne vois pas des effets négatifs dégagés ou soit provoqués par les propos du général Edi Kapen. Or, dans tout ça, comme je l'ai dit tantôt ici, nous devons lui laisser le temps de travailler. C'est par rapport à ce qu'il va produire, à ce qu'il va fournir comme résultat, que nous saurons voir. Nous saurons dire ce qu'il faut dire. Non, il a échoué, ou soit non, sur ce plan-là, de ce côté-là, dans cette contrée du pays, il y a du désordre, mais jusque-là, je vois les grands Katanga d'une manière générale, il y a les calmes. Il y a vraiment les calmes, et je ne vois pas le grand Katanga, où on avait vu à l'époque Moïse Tchombe voulait diviser les grands Katanga, mais il a échoué à ces complots-là. Je ne vois pas un John Numbi qui menacerait la République en dehors du pays et puis réussir à ces coups-là. Parce que John Numbi donnons-lui n'est une pas Moïse seconde Tchombe. chance, si on peut le dire comme ça. Oui, on doit lui accorder cette chance, non seulement la chance, mais nous devons comprendre qu'il est militaire. Considérons-les tel que, donc c'est un militaire, il a sa façon de parler, il a sa façon je dirais peut-être d'engager des stratégies. Ça peut être une des stratégies militaires qu'il a engagées et que peut-être les gens ne comprennent pas que réellement c'était une stratégie militaire. Et donc je ne vois pas un problème dans tout ça. Les restes,
voyons comment est-ce que les choses vont évoluer. Là, il vient de nous rejoindre. Il s'agit d'Éric Izami. Éric, bienvenue. Merci madame, merci de l'invitation. Ça va? Oui, ça va. J'ai eu quand même un petit quelque chose en rapport avec la santé. Si vous voyez, ma lèvre est pulvérisée, la malaria, le palu, un vrai problème de notre communauté. Mais bon, je suis là. J'ai l'impression que c'est une maladie africaine. Non, il doit arrêter de manger. Non, c'est ça son problème. Non, non, rien de tel. Vous savez, le palu, c'est un problème véritable dans notre communauté. Mais bon, nous avons, nous, journalistes, tendance à pouvoir sensibiliser la population, à pouvoir dormir dans la moustiquaire imprégnée d'insecticides pendant le sommeil. Mais on oublie de sensibiliser aussi les nôtres et même nous-mêmes par rapport à la réalité qui voudrait que nous puissions tenir notre cadre de vie propre. Si nous sommes propres dans notre environnement, la nophèle ne va pas beaucoup pulluler et lorsqu'il n'y a pas multiplication de cette espèce de moustique, il n'y aura pas non plus de malaria. Malheureusement, vous pouvez être propre, mais lorsque le voisin ne l'est pas, ça peut toujours vous entamer. Et croyez-moi, le palu crée beaucoup de problèmes dans notre société. Nous devons dire aux gens d'être sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides, c'est bien, mais insister sur la propreté. Vous avez vu les 2 jours qu'il a plu sur Kinshasa, vous avez vous-même vu la qualité de ce que nous avions eu comme vie. Donc nous devons améliorer, nous tous, de commun accord. Voilà. Alors, Éric Izami, oui. Vous avez trouvé en plein débat. Oui. J'aimerais savoir, que pensez-vous de ceux qui disent que la province du Haut-Katanga serait le lieu où commencerait un chaos, un processus des élections en cours? Moi, je suis déjà d'emblée comme ça contre tout discours qui vient pour diviser les Congolais. Mais je suis en train d'observer, il y a un auteur célèbre qui a écrit « À celui qui n'a rien, la patrie est son seul bien ». Regardez bien chacun de nos leaders ici, quand ils prennent la parole devant témoins, devant le public, ils disent quoi? Que moi j'ai la passion du Congo. Ils disent quoi? Que moi je voudrais travailler pour relever ce pays, en faire X ou Y pays. Mais si réellement ils le disent, mais qu'on voit ça dans les actes. Le militaire a pour rôle de faire en sorte qu'il y ait le respect de l'intangibilité de nos frontières. Tout militaire. Et pas que le militaire, parce que nous aussi, membres de la communauté, devrions participer à pouvoir aider notre armée nationale à pouvoir réaliser ce rêve-là que de pouvoir bien garder notre terre-mère. Mais ce qui arrive, c'est quoi? Lorsqu'ils se rentrent dedans par rapport à leurs intérêts, cette fois-là, sur le terrain politique, ils oublient maintenant toutes les déclarations qu'ils produisent au niveau de la société. Et ça peut casser le vivre ensemble. Or, le bien que nous avons tous en partage, c'est le Congo. Nous devrions, nous aussi, participer à apprendre aux nôtres, à prioriser dans tout ce que nous faisons, le Congo. Parce que, voyez-vous, les autres nations qui nous entourent, elles sont à 9 pays qui nous entourent là. Regardez bien, petit à petit, ils avancent aussi. Mais nous, généralement, sachant que la division nous fragilise, l'ennemi surfe sur la division. L'ennemi martèle un peu pour diviser le nôtre, nos leaders notamment. Comme ça, lui, en son temps, il sait maintenant comment nous faire des incursions et nous permettre à ne pas avancer et surtout marquer les pas. Ça ne va pas. Moi, je crois que les amis qui sont au niveau du Katanga, même ceux qui sont au niveau de Kinshasa, tous devrions participer à ce que le pays soit un et indivisible. Et ça part de petits discours comme ça. Hein. C'était comme ça en son temps avec Kyungwaku Manza qui avait parlé de Biloulou en 92. C'était comme ça, un voisin qui tuait un autre et puis c'est resté. Vous aussi, vous suivez les propos de Pichibanda. Ça fait combien de temps qu'il parle de ces problèmes-là? Et ailleurs, tout ça. Moi, je pense qu'on a suffisamment connu beaucoup de problèmes. Je crois qu'à l'interne comme à l'externe, quoi que vous ayez comme frustration, comme problème, il y a d'autres moyens de le régler plutôt que de pouvoir casser ce qui nous est un bien, ce qui est pour nous tous un bien commun. Et je crois que c'est cela, mon point de vue. Merci beaucoup. On passe au deuxième sujet. Le chef de l'État est attendu à Luanda pour participer à un sommet extraordinaire où il y aura deux chefs d'État et du gouvernement de la SADC. Quelle est votre lecture, Éric Izami? Bon, pour les autres peuples, nous sommes, nous, perçus comme des leaders. On a dit que l'Afrique avait la forme d'un revolver dont la gâchette s'est trouvée chez nous ici, au Congo-Kinshasa, France-Fanon. Je veux bien participer à X rencontre ou à Y rencontre. C'est bien beau, mais je reviens encore à mon propos, même comme tout à l'heure. C'est-à-dire que si nous sommes bien organisés de l'intérieur, je crois qu'à l'extérieur, nous pourrions imposer nos points de vue.
Mais si c'est toujours les autres qui doivent nous venir en aide, j'ai jamais vraiment été tout à fait d'accord avec ça. Mais bon, puisque nous sommes quand même aussi un pays qui ne devrait quand même pas vivre en vase clos, ouais, nous saluons le fait que le chef de l'État puisse aller à X ou Y rencontre, notamment pour Luanda, parce qu'il y a quand même le processus de Luanda qui devrait poursuivre son bon nombre de chemins pour arriver tant soit peu à faire respecter tout ce qui avait été prescrit dedans, pour notamment faire vivre aux uns aux autres les cessez-le-feu qui avait été conclu, notamment avec le voisin belliqueux, je cite, le Rwanda. Combien de fois ils ont signé X documents, Y traités, mais qui dans le fait, ils n'arrivent toujours pas à respecter. Alors comment faire? Si la SADC, comme autrefois, Soumzé, pourrait nous aider à pouvoir vraiment matérialiser ça, ça serait une bonne chose. Mais, j'insiste, les autres ne peuvent nous venir en aide que si nous-mêmes, à l'interne, déjà sommes capables de pouvoir bien ficeler nos stratégies pour obtenir ce que nous avons besoin. Nous, on a besoin de quoi? On a besoin de la paix. Et la paix nous permettra de créer notre pain. Et lorsqu'on a mangé à satiété, on va penser au progrès et nous irons de l'avant pour occuper notre réelle place, qui est la place de leader. La place des leaders. Oui. Ok, gardez Diane. Merci pour la question, mais je vais revenir sur un élément de précision. Je pense que c'est quand même important de le dire. Vous savez, quand on parle de Idi Kapen, je comprends le point de vue de Grady, mais quelqu'un comme Moïse Katumbi, quand on parle de l'embrasement du Katanga, Moïse Katumbi n'a jamais fait de l'opposition militaire. Jamais. En quoi serait-il visé par ça? Il faut faire la part de choses. Si vous voulez, je vais vous faire un récap. Quand vous parlez du Katanga, pourquoi le Katanga peut être le canon par quoi partira un élément d'embrasement politiquement? Ça veut dire qu'il faut apprendre le passé du Katanga. Je n'irai pas jusqu'à Moïse Tshombe, mais je vais prendre un passé récent. Il ne faut pas oublier qu'on a eu Mukungubila à la RTNC ici. Venez de là. Il ne faut pas oublier les Bakatakatanga, ça existe. Aujourd'hui, je vous ai toujours dit, dans la sphère politique congolaise, on a deux types de contraintes. Il y a les contraintes internes exercées par le propre politique, mais il y a les contraintes externes de cette fameuse communauté internationale qui utilise en sa guise n'importe quel autre acteur politique en fonction de son influence. Aujourd'hui, il faut reconnaître une chose, c'est que il est possible que, comme dans nos habitudes, la culture du troisième larron revienne. J'aime dire cet élément, les gens ne le comprennent peut-être pas très bien. Tshisekedi n'est pas le fruit d'émanation de la communauté internationale. Il a une pression externe très puissante. Et aujourd'hui, je ne cesse jamais de le dire, c'est qu'il y a presque un schéma pour le processus électoral. Quand vous voyez la CENI prendre le devant de faire le contrôle en amont pour éviter tout élément de suspicion, c'est parce que, à la limite, dans le renseignement, on le sait. Ce processus électoral, il suffit d'un petit problème pour justifier un embrasement et remettre en question l'ordre constitutionnel. Ce qui serait de l'ordre de nous retarder encore. Et exactement. Il y a de forces extérieures qui travaillent avec, à la limite, certaines candidatures dans l'idée de pouvoir faire en sorte. Même pas attendre le contentieux. C'est-à-dire, juste pendant le processus électoral, on arrive à un moment où on dit, écoute, on dénonce un élément, et pendant ces éléments-là, on utilise le schéma qu'on a utilisé sur l'ensemble du continent. Auquel cas, on serait toujours pas de bonne foi, on ne regarderait pas non plus le Congo comme étant notre terre-mère que nous devrions... Donc, en cet instant ici, quand vous avez la déclaration d'un haut général, vous savez, le problème ne peut peut-être pas être John Numbi. Je vous ai dit, si on a la culture du troisième larron. John Numbi va faire une déclaration juste dans l'idée de faire la pression, d'intimider et autres, mais après... Un grand gaillard, il ne faudra pas oublier que sa déclaration a été précédée par la citation de l'abbé Donatien Chol, et je sais que lui l'a dit, il ne partait pas sur une mauvaise intention, mais quand vous lisez l'histoire politique congolaise, c'est plausible de pouvoir apprendre ces éléments. Dans la manière où on voit les choses, ça ne serait pas étonnant qu'un courageux débarque et décide de mettre en mal l'ordre constitutionnel. À la limite, il faut regarder le signe. Nous sommes un État, il ne faut pas regarder le bout du nez. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on veut prendre des pressions dans le Katanga, c'est-à-dire on a déjà un passé avec cette zone-là, pas forcément parce que les Katangais eux-mêmes, mais c'est généralement un espace que les gens y utilisaient. Le conflit Katangais-Kassaïen, ce n'était pas de la volonté des fils du pays. Peu de gens le savent que c'est de l'instrumentalisation, venue d'ailleurs. Donc en gros, quand vous avez quelqu'un qui fait ces genres de déclarations, je crois que si vous voulez, à la question directe, si John Numbi et Idi Kapen parleraient à qui? À la limite, prenons les choses dans son sens logique, il répond à John Numbi.
et à tout celui qui peut s'aventurer à être derrière lui pour entrer dans ces dynamiques-là de ceux qui ont créé le monstre. Encore faudrait-il définir le monstre. Seuls sont capables de neutraliser ou de tuer le monstre. Ça veut dire que si derrière lui il y a des gens, politiques ou pas politiques, qui rentraient dans ces dynamiques-là, il dit mais moi je reste convaincu qu'il ne doit pas aller dans la déclaration. Il ne doit pas. Il doit rester focus. Il doit rester focus, faire son travail. Et je crois que d'ailleurs, à sa dimension, l'armée, c'est la dimension, ce qu'on appelle, je vais prendre une image de l'économie. Si la police est dans le micro, l'armée est dans le macro, au niveau stratégique, dans les grandes stratégies globalisante et générale. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de venir faire des déclarations à tout va, à gauche, à droite, on n'en a pas besoin. Il n'a même pas besoin d'intimider qui que ce soit. Il a juste besoin de faire un travail de fond convenable et stopper les velléités de toute forme de tentative d'embrasement. Sur la question d'Angola, je crois que je vais revenir, le prisme du... Alors, qu'est-ce que je dis, pardon. La politique de la RDC pendant ce sommet, c'est de pouvoir vraiment, véritablement obtenir le départ de l'EAC avant le processus électoral. Pourquoi? Parce que c'est une force dans la dynamique interne, il y a déjà des tensions. Il ne faudra pas aller aux élections avec une force déjà rejetée en interne, mais aussi, ce n'est pas une première fois. C'est déjà pour le 8 décembre prochain. Cette force-là, c'est déjà permis, sans l'aval de la RDC, de prolonger ce mandat et nous imposer cet agenda-là. Aujourd'hui, il faudra qu'il y ait une passation. Je ne suis pas d'accord et je n'ai jamais été d'accord sur la présence de différentes forces militaires parce que pour moi, on ne peut pas compter sur une paix durable et sur un sol en comptant sur les dynamiques externes. Tant que cette dynamique de paix viendra des pays voisins, cette paix-là est fragile. Un peu comme Nietzsche l'a dit une fois, une victoire acquise dans la violence est semblable à une défaite parce qu'elle ne dure pas. Mais on est dans le contexte sécuritaire, parce que dès lors que notre équilibre tient lieu de nos relations avec les autres États, le jour où on entre en conflit avec ces États voisins, on retourne à la case départ. Je crois que pour nous, il faut qu'on, nous-mêmes en interne, nous puissions résoudre le problème de la gestion de l'intégrité territoriale, et ensuite, on peut dans les bilatéralismes ou multilatéralismes s'ouvrir aux autres États. Et je sais que l'EAC, je ne cesse jamais de le répéter, l'EAC n'était pas né de la volonté. La RDC n'est pas allée solliciter l'EAC, c'est une force qui s'est imposée. La RDC a commis l'erreur, parce que pour moi c'est une erreur, d'adhérer à cette organisation sous-régionale pour des questions d'ordre économique. Mais après, cette organisation s'est imposée sur l'approche sécuritaire. La RDC, dans le rapport étatique pour un membre d'une organisation, s'est laissé aller dans ces dynamiques-là, mais aujourd'hui on se rend compte que ça ne paye pas. On veut aller vers la SADC, avec la SADC on a un passé, mais encore une fois de plus, il ne faudra pas qu'on soit naïf. Même avec la SADC, tout dépendra de la politique, tout dépendra de la stratégie interne, tout dépendra de l'impulsion qu'on donnera, tout dépendra de la clarté de notre vision sur la question de la sécurité de l'Est. Et sérieux aussi. Et notre sérieux. Oui. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une logique, mais je crois que la RDC tient coûte que coûte à obtenir le départ de cette force-là. D'ici là, parce que la crainte, c'est aussi que cette force-là devienne un élément gênant pendant cette période électorale où la République est tournée vers les élections et que sur les approches sécuritaires, beaucoup de choses de très mauvaises se passent. Et encore faudrait-il le dire, s'il y a la force de l'EAC, je crois que l'État congolais doit faire une même démarche pour les forces ougandaises. Ils foutent rien. Et dans un conflit entre la RDC et le Rwanda, l'Ouganda ne sera jamais pour nous, il ne faudra pas qu'on se leurre. À ce niveau-là, il faudra qu'on clarifie les choses et qu'on passe à autre chose pour moi. Mais sinon, je crois que c'est une réunion de clarification, vraiment obtenir le départ de la force de l'EAC pour laisser place à la SADC et aller dans d'autres perspectives. Et si la réunion n'aboutissait pas à ce que vous souhaitez? Je vous ai toujours dit que, pour moi, aboutir ou pas, cette réunion-là ne serait que dans les approches administratives, dans les formalités. Et même la SADC viendra dans l'idée de la continuité, vous voyez. C'est-à-dire, on essaye de faire une jonction, reprendre les acquis des accords de Nairobi et l'imposer là pour pouvoir continuer dans le même schéma, parce qu'il y a une dynamique sous-régionale qui s'est déjà engagée. Ils ne voudront pas prendre position pour un des États protagonistes, même si le mot est mal placé, parce que j'estime que c'est quand même nous, la RDC, la victime. Il ne faudra pas la mettre au même diapason que le Rwanda ou toute autre forme d'État qui tire profit, qui sont bourreaux. Mais dans le fond, qu'ils viendront presque pour faire le même schéma. Qu'est-ce que vous voulez? Je n'attends rien du tout de cette force-là. Ce que j'attends, c'est la réorganisation de l'armée, ou à la limite, pas la recrudescence, mais la naissance d'autres forces d'autodéfense qui pourront cette fois-ci compléter le travail des Ouazalendo et résoudre en attendant que l'État ne prenne ses responsabilités. Armand Moukoulou, quelle est votre lecture par rapport à ce sommet de Luanda? Oui, madame. Marc Diane a relevé quelque chose de très important. Au début, à la genèse, donc au commencement de notre partenariat avec l'EAC,
c'était des questions d'ordre économique. C'était essentiellement des questions d'ordre économique. Là, on voit, il y avait même des partenariats qui ont été signés pour la construction d'un certain nombre des routes, ainsi de suite. La construction d'un certain nombre même des hôpitaux, la construction d'un certain nombre de bâtiments à caractère sociaux. Mais, du coup, après, le partenariat a pris une autre dimension. Nous avons vu la dimension sécuritaire parce que dans ça, l'EAC a déjà un grand contingent où il y a des militaires bien formés, ainsi de suite. Mais cela ne veut pas dire que nous, ici au Congo, nous ne sommes pas capables, nous sommes capables. Il suffit de mettre une très bonne politique sécuritaire, moi je l'ai toujours dit. Il suffit de mettre beaucoup de moyens dans le secteur de défense et sécurité avec la nouvelle loi sur la programmation militaire qui a été promulguée par le chef de l'État, où il y a toutes les rubriques possibles, où il y a nécessité même de voir clair, de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quoi il faut acheter, quoi il faut ajouter dans la logistique, des munitions, et ainsi de suite. Ça nous permet même d'aller vers les autres zones militaires pour aller même acquérir des armes sous contrôle de ce qui s'est passé là avec l'embargo militaire, ainsi de suite. Vous voyez un peu. Et donc, moi je pense avec la SADC, nous pouvons encore aller dans une approche beaucoup plus dissuasive. Vous voyez, ça sera une approche sécuritaire approfondie, parce que dans la SADC, ce sont des partenariats bien établis dans les domaines purement sécuritaires. Là, on dit promouvoir la paix, la sécurité collective. Vous voyez, donc c'est tout à fait différent avec le paramètre de promotion de l'EAC. Et donc, c'est pourquoi vous allez voir avec la SADC, quand la SADC vient vers vous, c'est pour combattre l'ennemi. C'est pour faire la guerre. La SADC ne vient pas pour créer une zone tampon, ainsi de suite, soit faire les douziers. Non, la SADC vient, vous adoptez un plan, vous travaillez ensemble, vous finalisez un plan, vous mettez ça ensemble, et le gouvernement adopte, et la SADC attaque. C'est pourquoi vous avez vu à l'époque avec Musée, comme Marc Diana l'a dit, la SADC a joué un grand rôle. Quand vous voyez déjà un pays, une nation comme la Zimbabwe, qui nous a assisté ici avec ses propres moyens de guerre, qui nous a assisté à l'époque ici avec ses propres munitions de guerre. Donc vous voyez des pays comme la Zimbabwe, comme l'Afrique du Sud, l'Angola, vous voyez le Lesotho, Seychelles, vous voyez. Donc il y a un peu de sérieux. Ce sont des pays, si vous allez même dans leur fonctionnement sécuritaire, vous allez voir qu'il y a un peu du calme. Et donc, je crois avec la SADC, c'est une nouvelle option, mais c'est une option qui devra nous amener, je crois, dans une dimension où nous pouvons vaincre l'ennemi. Mais il ne faut pas oublier, la politique intérieure d'un pays donne la force dans tout ce que vous allez faire quand vous allez vers des négociations pour s'octroyer d'autres partenariats militaires. Lorsque vous êtes à l'interne déjà fort, vous avez une politique intérieure bien installée, bien établie, vous aurez beaucoup de perspectives de profiter de plusieurs offres qu'un pays qui n'a pas une politique militaire ou soit qui n'a pas une très bonne politique intérieure bien installée. Vous voyez aujourd'hui avec les Ouazalendo, j'entends parler partout, même sur les réseaux, non, les Ouazalendo, l'État congolais est démissionnaire, mais non, nous devons comprendre une chose, les Ouazalendo là sont des Congolais. L'article 64 de notre constitution donne mandat à tout Congolais de barrer la route à tout groupe ou bien toute rébellion, toute forme, je dirais des communautés, qui voudra prendre le pouvoir par des mécanismes non constitutionnels. Ce sont des Congolais. Alors, c'est maintenant au gouvernement de prendre ça au sérieux, de voir comment intégrer des stratégies internes. Parce que les gouvernements, en réalité, devaient être liés aux Ouazalendo. Ce n'est pas un péché. Vous voyez? Donc, notre secteur de défense et sécurité devait être lié aux Ouazalendo. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça même des guerres aujourd'hui sur le plan mondial, des guerres modernes s'effectuent. Vous allez voir un Paul Kagame qui vous dit non, l'M23 là, c'est pas moi, et ainsi de suite. Mais vous verrez l'M23 a des munitions de guerre, vous verrez l'M23 a une armée sophistiquée, ou même le Conseil de sécurité des Nations Unies a même dit que nous d'ailleurs nous n'avons pas ce genre d'armement militaire. Derrière ça, il y a quand même quelque chose. Il y a d'autre part des multinationales qui effectuent
je dirais, des stratégies obscures avec le Rwanda, où il y a le Rwanda qui est beaucoup plus introduit dans les mondes extérieurs. Vous comprenez? Et donc ce sont des stratégies militaires. Ce n'est pas que le gouvernement est démissionnaire, non, je ne crois pas. C'est seulement, nous devons saluer ces vaillants jeunes-là qui se sont levés pour essayer un peu de défendre la la patrie. Voilà. Et donc, au niveau maintenant de la SADC, je crois, avec la feuille des routes qui sera établie, nous devons être clairs. Cette fois-ci, nous devons être sûrs de ce que nous allons faire. Donc, le gouvernement congolais ne doit plus aller comme en miniature. Ouais, nous allons, mais c'est comme si nous n'allons pas. Nous devons aller, mais nous devons nous rassurer de toutes les cartouches possibles que nous allons mettre sur terrain pour que nous puissions bouter dehors ce M23. Ouais. Et donc, sinon, ça sera comme si nous tournons en rond, nous allons et puis nous reculons. Il y a des discours, des beaux discours, ainsi de suite, etc. Il y a la communauté internationale qui vient, mais nous devons comprendre la dimension de la communauté internationale. La communauté internationale fonctionne souvent avec des pays catalyseurs. Ça veut dire, vous êtes un pays isolé. Isolé, pourquoi? Parce que vous avez presque tout. Les ressources naturelles riches. Vous avez la terre. Vous avez les minéraux, manganèse, cuivre, coltan, cobalt. Vous avez l'eau, vous avez les forêts. Donc vous avez presque tous les atouts nécessaires pouvant faire de sorte que la communauté internationale puisse survivre. Alors, dans ça, la communauté internationale, dans sa politique d'être toujours plus bénéficiaire de vous, il ira maintenant dans des pays catalysés tels que le Rwanda ou des pays qui fonctionnent tout à fait dans des frontières de votre pays. Ils ne vont pas venir vers vous directement. Ils iront comme ça, ils vont faire une sorte de triangle politique. Et c'est avec ces gens-là qu'ils vont coopérer illicitement pour piller les ressources naturelles, les ressources naturelles, les ressources minières qui peuvent faire évoluer votre pays. C'est maintenant à vous au niveau interne, avec votre politique nationale, avec votre politique intérieure, qu'il faut maintenant planter des stratégies pour barricader cela, pour créer une sorte de garde-fou face à cette situation. Parce qu'il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Je ne vois pas la communauté internationale, entre guillemets, nous laisser libre, nous, la RDC, avec tout ce que nous avons comme richesse naturelle dans notre pays. Donc on doit s'attendre à cela. C'est à nous au niveau interne, nous devons nous préparer sérieusement pour que nous puissions donner la peur à cette communauté internationale. Parce que nous voyons, il y a des pays aujourd'hui qui se sont imposés et des pays qui se font respecter. Si vous allez par exemple aujourd'hui en Afrique du Sud, écoutez, la communauté internationale ne viendra pas comme ça, vaille que vaille. Si vous allez aujourd'hui même au Kenya, la communauté internationale ne viendra pas, vaille que vaille. Ça parle du sérieux à l'interne. Exactement, je sais que je suis en train de dire. Or, si nous voyons sur le plan de l'effectif militaire, nous avons un grand nombre d'effectifs militaires, évalués à plus ou moins 150 000 hommes, qui sont sur terrain. Vous comprenez? Mais si nous comparons avec les Rwandais a plus ou moins 12 000 hommes qui sont sur terrain. Vous voyez? Alors, même sur le plan de l'échiquier du classement africain, nous sommes aujourd'hui à la 11e position. Les Rwandais ne figurent même pas sur la liste de 20 pays ayant des armements équilibrés. Les Rwandais ne figurent même pas. Mais vous verrez après ça, il y a toujours des histoires qui se passent, ainsi de suite. Donc c'est comme mon ami Isiam il a dit, nous devons d'abord nous-mêmes à l'interne nous préparer sérieusement, et puis vous verrez, les autres vont nous donner du crédit. Merci beaucoup Armand Monkoulou. Grady Bongwele. Ok, merci madame. Je crois que c'est illusoire de penser que notre sécurité ou la sécurisation des frontières de la RDC se fera par des armées étrangères. Vous voyez, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, après cet échec cuisant de la présence de l'EAC en RDC, continuer à croire que l'avènement ou l'arrivée, le déploiement des troupes de la SADC va ramener la paix dans la partie Est.
Armand est en train de vanter, n'est-ce pas, la SADC, ça a été le cas avec l'EAC. Même le président de la République lui-même avait vanté l'EAC. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Vous voyez, l'EAC vient et dit qu'elle n'est pas là pour un mandat offensif. Il est venu pour maintenir la paix. Mais comment maintenir la paix au moment où elle n'est pas rétablie? Il faut d'abord commencer par rétablir la paix et après on va la maintenir. Et la MONUSCO est là pendant plusieurs années. La paix n'est toujours pas rétablie. L'EAC est venu, nous avions placé notre espoir sur l'EAC, mais aujourd'hui, on n'a que nos yeux pour pleurer. Et après, on dit, la RDC est allée demander le déploiement. Je crois qu'elle exige même que le déploiement des militaires de la SADC se fasse avant les élections. Pourquoi? C'est la question que l'on se pose. Donc, nous-mêmes ne sommes pas capables de nous sécuriser pendant les élections. Il faut aller demander à la SADC de venir à notre rescousse. C'est la question que je me pose. Et donc, ici, la solution n'est pas deux. La solution, elle est une. Il faut que l'armée congolaise se prenne en charge. Nous vantons les Wazalendo, c'est bien, mais nous ne pouvons pas compter sur eux. Vous voyez, ce sont des réservistes. Et moi, je l'ai dit l'autre fois, ici, sur le même plateau, que demain, ces Wazalendo peuvent être incontrôlables, peuvent être ingérables. J'étais traité des Rwandais, on a même demandé à Bosembe de me chasser de la chaîne. Et je crois que... bon, par qui? Des youtubeurs, des gens... Ah d'accord, les gens sur Internet. Des gens qui... Ah d'accord. Ouais, et donc, nous ne pouvons pas compter sur les Wazalendo. Et pourquoi vous ne faites pas confiance aux Wazalendo? Ce sont des patriotes. Hier, il y a un communiqué conjoint qui a été signé entre l'armée congolaise et la MONUSCO pour stopper l'avancée d'IM23 vers les Goma, parce qu'ils sont déjà aux portes des Saké. C'est la question que je me pose. Où sont les Wazalendo qu'on avait vantés? Ce sont des patriotes, mais je crois qu'il fallait quand même les former. Il ne fallait pas les donner des armes et les vanter comme on avait vanté les AC. Et maintenant, on est en train de vanter la SADC. Je crois que nous devons nous organiser au niveau interne. Nous devons nous-mêmes, Congolais, nous prendre au sérieux. Parce que si demain, je ne suis pas sceptique, mais si demain, la paix n'est pas rétablie avec la présence de la SADC ici au Congo, nous allons encore recourir à qui? Vous voyez? Et donc, ça ne sera pas une bonne chose pour les régimes en place et pour nous, Congolais. Il est temps que nous-mêmes, nous puissions nous prendre en charge. Les Wazalendo, c'est bien, mais ils doivent être au second plan. Il faut investir sur l'armée, il faut réformer l'armée comme tout le monde l'a dit ici, et il faut, n'est-ce pas, détecter ce qui nous infiltre, parce qu'il faut dire la vérité, l'armée congolaise a été infiltrée depuis le génocide rwandais, et ça ne nous profite pas, mais avec l'arrivée du président de la République, il s'est bâti quand même pour relever ces défis, et nous pensons que dans le jour à venir, l'armée va se rétablir, l'armée sera forte et nous serons en mesure de faire face à toutes sortes d'insécurités qui va nous guetter. Alors, Félix Tshisekedi, le chef de l'État, a au cours du forum sur le bassin du Congo fustigé l'hypocrisie dans les chefs de ses homologues africains à Brazzaville. À qui s'adressait-il et pourquoi? Eric Izami. Mais c'est... Tout de suite, ça saute aux yeux, non? Il s'est adressé aux Rwandais. Il s'est adressé aux Rwandais qui n'ont... Bon, je dis, Kagame et sa troupe ne comprennent pas que l'Afrique a besoin de la paix. On dit que nous, on peut impulser le développement de toute la sous-région. Si et seulement si, lui aussi a besoin de bien vivre, si on se met la main dans la main, ah ben on peut avancer nous tous au même moment et créer de l'emploi, créer la paix, raffermir notre fraternité. Mais lui, il choisit la voie belliqueuse. Ce que lui a créé là, ça va perdurer. Pourquoi je le dis? Parce que si jamais on allait même faire des signatures, je ne sais pas de quel accord, mais celui qui a vu venir l'armée rwandaise tuer sa maman, ce petit garçon-là de 7 ans, il est aussi lui appelé à grandir un jour, il aura 18 ans, 20 ans. Qui sait si lui aussi il voudra peut-être venger sa maman? Il va se faire enrôler dans l'armée et il aura peut-être lui aussi l'idée de pouvoir, comment, je ne sais pas, un peu
refaire la même bêtise. Mais cette fois-là, lui, il le fait pour venger sa famille. Donc, ça risquera de créer un cycle. C'est ce que moi, je ne comprends pas. Et c'est comme ça que le chef de l'État, moi, j'ai salué son courage à Kin Télé quand il dit, mais, parce que je le dis pourquoi. On a vu il n'y a pas très longtemps ici, la ville de Tombouctou au Mali être saccagée par les assaillants. C'est toute la communauté internationale qui s'était levée pour dire non, on ne peut pas toucher à Tombouctou. Mais nous, on est perçu comme le pays solution. Mais on voit tous ici, on voit comment est-ce qu'on est en train de mettre à mal le parc de Virunga, là où il y a la biodiversité. Mais personne ne lève son petit doigt pour dire que non, le Rwanda doit arrêter, parce que là-bas, nous viendra la solution pour, par exemple, préserver cette histoire de réchauffement climatique. Pourquoi est-ce qu'ils ne lèvent pas leurs doigts pour condamner? Oui, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Il y a 2 poids 2 mesures. Et c'est comme ça que je comprends maintenant le sens, le vrai sens de la phrase de Colette Brackman qui avait dit en son temps que le Congo n'a d'amis que lui-même. C'est-à-dire, à l'interne ici. Et moi, j'ai salué vraiment le courage du chef de l'État, un peu pour leur dire... Donc, vous pensez que la RDC devient de plus en plus seule? Oui, Elle reste seule. Pas que nous devenons. Nous avons toujours été seuls, mais on s'est plutôt dit qu'on était dans une sphère où on était frères et sœurs africains ou africaines. Parce qu'il a dit, j'ai tendu la main aux uns et aux autres de pouvoir créer des routes, des ponts, pour que nous puissions vivre en communauté. Mais ils n'ont pas voulu de ça. Au contraire, ils se sont arrangés à pouvoir faire des incursions pour tuer mes enfants. Alors, au lieu de créer des ponts, de lancer des ponts, de jeter des ponts, je vais créer des murs pour que personne n'entre chez moi. J'ai salué vraiment le discours du chef de l'État. Au moins, maintenant tout le monde notera que je sais que vous ne voulez pas de la paix. Tout celui qui voudra de la paix, il devra venir participer avec les efforts qui sont conjugués ici chez nous pour que tous puissions partager les retombées positives de cette paix-là que nous voulons tous. Sinon, ça ne va pas. Madame, nous sommes appelés à vivre ensemble avec d'autres nations parce que les relations internationales fonctionnent ainsi. Et c'est sur base d'un certain nombre de conventions collectives que les relations internationales agissent. Mais vous verrez avec les Rwandais, ça ne va pas. Si vous allez dans presque toutes les négociations possibles effectuées entre RDC et Rwanda, ça ne tient pas toujours. Ils ne respectent jamais rien. Et puis personne ne les inquiète. Et ils ne sont pas inquiétés. Sur le plan international, et même par la communauté internationale, et même à l'Occident, vous verrez même les Nations Unies elles-mêmes. Même les Nations Unies. Il n'y a aucune sanction, une sanction qu'est-ce qui justifie fracassante qui peut réellement frapper les Rwandais. Ah ben nous finirons par là. Mais sans problème. Parce que jusque-là, même au niveau de la communauté internationale, même au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, il n'y a aucune sanction réelle comme ça contre les Rwandais. Non, dans la commission ad hoc, il y a eu ceci, cela. Mais il faut aller dans les résolutions. Il n'y en a pas. Où on voit une résolution qui nous dit clairement qu'à partir d'aujourd'hui, on ne va plus octroyer ces fonds, on ne fera pas plus ceci, cela au Rwanda. Il n'y en a pas. Mais Moukoulou, pour ne pas te couper la parole, donc, avec la Palestine et l'Israël, vous voyez comment ils sont tous debout pour agir dans un sens comme et nous voyons, ils sont et la Russie. Tous les fonds. Oui, mais pourquoi chez nous, tout le monde est à faune? Donc, ça veut dire... ça ne va pas. Ça veut dire tout simplement que ces gens-là, cette communauté internationale-là ne viendra jamais faire les lits d'un tempo pour nous. Ils seront toujours là pour les intérêts, ainsi de suite. Nous devons nous organiser ici, à l'interne comme l'a dit. C'est par là, je salue le courage du président de la République. Je vis le chef de l'État dans une peau de Thomas Sankara. Je l'ai vu dans la peau de Patrice Emery Lumumba. Je l'ai vu comme Kwame Nkrumah. Je l'ai vu comme Nelson Mandela. Là, je n'ai pas vu Tshisekedi comme mon président de la République qui est politique, qui a aussi sa façon de faire la politique. Parce que le sommet là des 3 bassins, c'était un sommet aussi important. Très important. Vous avez vu quand il parlait, vous avez vu comment les chefs d'État qui étaient là, comment ils étaient, ils bougeaient. Vous savez dit tout simplement, ils étaient même surpris. Ils ne s'attendaient pas à ces commentaires-là. Ils ne s'attendaient pas à ces commentaires-là. Apparemment, le chef de l'État avait tout renversé là, sur place. Quand il a dit ça, il était sorti de son discours. Il a salué d'abord le discours de Macron, mais il a piqué un peu. Et puis il a chité par là en disant que non, mais ça ne va pas. Si tel est le cas, si nous allons continuer comme ça, vaut mieux que nous puissions créer des mines. Ça veut dire tout simplement qu'à un moment donné, nous serons obligés de faire la guerre avec les Rwandais. Et vous êtes témoins, parce que moi, je ne peux pas
laisser admettre que mes mon enfants peuple soient tués, oui. souffrir, sacrifier mon peuple parce que je suis politicien, parce qu'il y a des dimensions internationales, entre guillemets, ainsi de suite. Donc, sur ces plans-là, en tout cas, nous tous, je crois un Congolais sérieux qui aime ces pays, peu importe nos opinions, contraires ou soit nos différends, doit saluer ces discours du président de la République. Gardidiane. Merci pour la question. Je crois que je veux récupérer la question que vous avez posée tout à l'heure. C'est à qui s'adressait-il? Je ne pense vraiment pas que ces discours-là soient limités au Rwanda. Parce que dans la question congolaise, quand on parle de l'hypocrisie, c'est pas forcément... Le Rwanda ne fait pas preuve d'hypocrisie. Le Rwanda nous attaque aujourd'hui de manière frontale et clairement, c'est connu. Il n'y a pas d'hypocrisie entre nous et le Rwanda. L'hypocrisie, c'est plutôt au niveau de la sous-région. Il y a certains États qui profitent de ce que représente la RDC. La RDC est un marché pour beaucoup de gens là-bas. Si on a fait un effort de précipiter la RDC dans l'EAC, j'ai toujours dit c'est à cause de son potentiel, son corridor commercial qui est un pan important pour cette zone-là, son vaste marché aujourd'hui qui était presque le lit des quelques sociétés étatiques du Rwanda, notamment Rwandair avec le marché aérien. Il y en a plein. Et malheureusement, la plupart de ces États-là ne savent pas prendre une bonne position ou voir les choses d'un bon côté. Et c'est là où je dis qu'aujourd'hui, je préfère la RDC dans la SADC que dans l'EAC, dans la mesure où, dans le rapport, la multilatéralité au niveau des organisations sous-régionales ou supra n'annule pas les efforts, encore le rapport bilatéral entre les États en interne. On arrive à aller assez faible. Le Rwanda a déjà une bilatéralité avec différents États à gauche à droite, ce qui fait qu'il a un lobbying plus efficace que nous, ce qui fait que vous voyez, il y a beaucoup d'hypocrisie. On part sur un autre mandat, face au M23, il exerce une pression, le commandement de la force, à peine arrivé à Kinshasa, change de discours, alors qu'au départ, au sortir de la réunion, la déclaration du président kenyan était autre chose. On y va à la RDC pour finalement un mandat offensif et mettre fin à l'insécurité. Et puis au bout de quelques temps, le discours change. Or, au niveau de la SADC, la RDC a de l'ancrage à un niveau où on peut jouir, on peut profiter de cette bilatéralité avec les différents États, faire parler notre cause et aussi présenter quelques intérêts pour pouvoir faire évoluer aussi le mandat de cette force-là. Donc en gros, pour moi, je préfère la SADC et autres. Dans la SADC, même s'il n'est pas déventé la SADC, le Congolais vanteront la SADC parce que la SADC a un bilan à RDC. On a gagné beaucoup de batailles avec la force de la SADC. Autant que nous avons aussi un bilan chez eux historiquement, parce que c'est la RDC Zaïre qui avait fait fonctionner l'ANC. Et nous, lorsque Mandela est sorti de la prison, le premier pays à visiter, c'était nous, d'où la place Mandela ici à la Gombe. On partage beaucoup de choses, beaucoup de valeurs avec la SADC, ce qui fait que la SADC semble être la meilleure option pour nous que l'EAC. Maintenant, quant au reste du débat, je crois que dans le discours du chef de l'État, je crois que ces discours-là, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu. De temps en temps, reprocher à Joseph Kabila de passer par le dos de la cuillère, pour ne pas dire les choses clairement. Aujourd'hui, il y a quand même quelqu'un qui se permet de les dire. Ça ne se décide pas en Washington, ni à Bruxelles, à Kigali. Je sais que dans cet argument... Alors, on prend rapidement le discours de Moïse Katumbi. Vous l'avez suivi, il s'est adressé à la nation. Qu'est-ce que vous avez retenu de son discours? Permettez-moi de finir avec le discours du chef de l'État, parce que le discours de Moïse Katumbi est un discours politique. Je crois que pour la première fois, il a fait preuve de bonne foi. J'ai vu des gens attaquer son discours pour dire pourquoi il dit ceci, est-ce que c'était important de remercier la Cour constitutionnelle de la CENI. J'ai dit, quand tu as passé toute ta vie, tu as passé presque 2, 3, 4 mois ici à instrumentaliser, à attaquer. Oh non, on a préparé... on a mis en place une stratégie pour m'évincer, pour m'écarter du processus électoral. C'était presque l'élément de langage de toutes ces équipes de communication et autres. Quand finalement l'oracle que vous avez prédit n'arrive pas, je crois qu'un homme sensé revient pour féliciter ceux qui ont fait le travail, particulièrement le travail de la CENI qui est partie devant la Cour pour défendre ces candidats-là, parce que la CENI était quand même sûre d'avoir fait attesté qu'il avait tout donné, toutes les pièces étaient en travail en amont, et est venu défendre son candidat, parce qu'à cet instant-là, c'est le candidat de la CENI. Et en gros, la Cour n'a fait que dire le droit. Je crois que dans le bon congolais, la sanction est dans le deux sens. Elle est souvent chez nous très péjorative ou négative, mais la sanction peut être aussi positive quand quelqu'un fait quelque chose de bien. Il faut venir le parler dans la scène, l'encourager, le dire. Je crois que dans ces discours-là, il n'y a rien de formel. Il en a profité pour présenter, annoncer les couleurs de son mandat. Si vous voulez maintenant qu'on revienne dans les détails, mettre l'approche analytique sur son discours, je dirais une seule chose.
il est revenu sur des éléments réels de la République démocratique du Congo. C'est des problèmes connus de tous, les problèmes d'eau, électricité, problèmes de sécurité. La gabegie financière, La les gabegie détournements. financière, ça fait partie aujourd'hui d'une culture qu'il faut rompre. La question, c'est pas de nous dire ce que tu veux faire, la question, c'est de nous dire comment. Montrez-nous un projet cohérent avec un plan d'action bien ficelé pour nous donner la possibilité de croire, parce que c'est un discours qu'on a beaucoup entendu depuis qu'on est État, mais malheureusement, c'est pas ça le problème. Donc, en gros, c'est bien de le faire. Maintenant, on attend, un peu comme les autres, qui nous produisent un projet de campagne sur papier. On va lire, on va décortiquer, on va faire des analyses et voir si ces projets réalisables ou pas. Mais sinon, je chute avec le discours du chef de l'État. Je crois que ce discours-là a été transversal. Ce n'était pas destiné au Rwanda, mais surtout à ceux qui sont derrière. À l'ensemble de forces centrifuges sur l'approche internationale pour dire qu'aujourd'hui, ce que vous cherchez derrière le Rwanda en RDC, vous pouvez l'avoir par la RDC, parce que de manière officielle. C'est un État qui s'affirme, c'est un État aujourd'hui qui a pris conscience de problème et qui est prêt à pouvoir renégocier, parce qu'on sait que le Congo ne vivra pas en autarcie. On a sur le poids de nos épaules le destin de tout un continent. Je crois qu'on est obligé de le faire comme ça. Merci en tout cas. Grady, quelle lecture faites-vous par rapport au discours de Moïse Katumbi? Bon, permettez que je revienne sur le sommet des 3 bassins. C'était en marge de la COP 28, parce qu'à la fin du mois, la COP 28 aura lieu, et il fallait que ces 3 bassins, qui constituent en fait les 80% de la biodiversité mondiale, puissent peaufiner des stratégies afin de peser, n'est-ce pas, dans des rendez-vous internationaux. Et donc c'était important pour le chef de l'État d'y prendre part. Le chef a montré que la République démocratique du Congo est leader climatique environnemental. Il a vanté, n'est-ce pas, toutes les potentialités que nous regorgeons, c'est bien. Mais revenons-en au discours du président de la République. Je ne pense pas que cela a été orienté seulement au Rwanda, parce qu'il y a eu des engagements climatiques au niveau international qui ne sont pas respectés. On nous a parlé des 100 milliards, on nous a parlé du pollueur PR, et jusqu'à aujourd'hui, tous ces engagements ne sont pas respectés. Et donc le chef de l'État a dénoncé l'hypocrisie de la communauté internationale, parce que la communauté internationale a pris beaucoup d'engagements, mais qui sont restés lettres mortes. Mais après, le chef a dit, vous nous interdisez des industries extractives, des industries fossiles, alors que nous devons vivre. Il y a des autochtones, il y a des indigènes. Il a parlé de l'exemple du parc de Virunga, et le chef a profité pour parler de cette agression barbare dont nous sommes victimes de la part du Rwanda. Mais je me demande, est-ce que le chef est censé de parler de cette question dans toutes les tribunes du monde? Oui. Parce que, pourquoi pas? Ouais, si c'est oui, d'accord. Oui. Parce que je crois que si la solution ne vient pas des Nations Unies, est-ce que la solution peut venir dans un sommet sur le bassin, sur les 3 bassins? Je ne pense pas. Et donc, à un certain moment, cette posture de pleurnicher, on doit la bannir. Vous voyez, on doit passer. Attendez. On ne pleurniche pas. Non, attendez. On est en train de former les nôtres. Calme-toi. C'est depuis. Quand quelqu'un vous menace de fermer la porte. Je suis offusqué par les comportements rwandais. Je suis tout à fait d'accord que nous devons nous battre avec le Rwanda. Mais nous ne pouvons pas pleurnicher partout. Oui, mais c'est ça le problème. Vous utilisez le mot qui ne convient pas. Alors nous faisons quoi? On doit venir devant votre face et dire que vous êtes complice. Le fait de quelqu'un pleurer. Attendez. Ça relève d'ailleurs d'un courage. C'était un sommet sur le bassin, sur les 3 bassins, Amazonie, fleuve Congo. Il fallait rester, n'est-ce pas? Il fallait respecter les contextes dans lesquels nous les notions diplomatiques. Donc je suis tout à fait d'accord. Répondez s'il vous plaît à la question sur le discours de Moïse Katumbi, parce que là, nous avons déjà changé de chapitre, s'il vous plaît. Katumbi, il a fait ce qu'il fallait faire. Il n'y a pas beaucoup à dire là-dessus. Je crois qu'il a rêvé de ça pendant plusieurs années. Il a été empêché de postuler en 2018. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi lui a donné l'occasion de postuler. Il ne pouvait que se réjouir. D'où cette déclaration qu'il a faite, et je lui souhaite bonne chance. C'est tout. Ah, maman. Moi, ça me fait rire, parce que vous savez, la stratégie communicationnelle de Moïse Katumbi, moi je pense le même courage que Moïse Katumbi a eu,
pour saluer le travail de la CENI de la Cour constitutionnelle. Son équipe de communication devrait avoir aussi le même courage de présenter par exemple les excuses à l'endroit de M. Kamuleta ou soit à l'endroit du président de la République. Parce qu'ils sont allés sur tous les fronts. Ils ont même, je dirais, au lieu de rester dans la communication, ils sont allés même jusqu'à insulter Kamuleta, personnellement, donc individuellement. Ils ont parlé de beaucoup des histoires. Mais aujourd'hui, nous voyons Moïse Katumbi maintenu candidat président de la République. Mais il a salué l'attitude de la CENI. Alors à quoi ça servait ces insultes-là? Ça ne servait à rien. Qu'est-ce que vous avez retenu dans son discours? Non, bon, Moïse Katumbi a tout dit sauf faire allusion à l'agression de l'Est. Moi, ça m'a beaucoup dérangé. Ça m'a beaucoup dérangé. C'est le même discours qu'a tenu le ministre de la Communication. Si Katumbi arrivait à citer le Rwanda, ça aurait fait quoi? Non, Katumbi, bon, c'est voilà. pas un petit monsieur. Je pense pas. Bon voilà, moi, je partage l'avis de Mouyaya. Il a raison que de dire oui, vous voulez diriger une famille, mais vous ne voulez pas dire que c'est X voisin qui veut du mal à ma famille. Le président de la République et la RDC Katumbi l'a déjà dit sur le plateau de vous ne France faites 24. même pas allusion à cette Nous sommes agression. déjà arrivés à la fin. Il y a un adage de chez nous, madame. Il y a un adage de chez nous qui dit Somonindo Kibele là. Moi, je suis de ceux qui pensent que tu veux diriger les Congolais, tu dois être capable de dire que c'est les Rwandais qui agressent. Et moi, il n'y en a pas tort que d'être. Oui, c'est pourquoi je donne raison. Il a raison, parfaitement raison. L'agresseur du Rwanda. Frère. Merci beaucoup. C'est pourquoi je donne raison. Il doit le faire autant, pas que lui, même nous tous. Il n'y a pas que lui, nous tous nous devons participer à ça. Il a déclaré sa candidature. Quelle année? C'en est fini. Je crois cette année, quand il a déclaré. Le débat va continuer la semaine prochaine. Nous avons été ici, nous avons reçu dans ce plateau Gardi Diane, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir. Armand de répondre à cette Bonkoulou, invitation. merci également. Oui, il a raison. Nous devons multiplier ces Eric discours-là. Izami, Merci, madame. Nous Mouya, allons totalement revenir raison. la Totalement semaine raison. prochaine. Merci. Sans problème. Je serai là. Dieu aidant, je serai là. Bongwele. Merci de l'invitation. Mon frère Grady, Merci, donc, mais il faut oui. faire attention avec vos langages. Hein. Merci, c'en est fini pour Non, faut pas aujourd'hui. l'intimider, hein. Non, je n'intimide pas, mais il a tendance à beaucoup protéger le Rwanda. Absolument Non, pas. Absolument il a pas. tendance plutôt à prendre les choses de manière minimaliste. Ok. Minimise un peu les Merci, choses. c'était un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine.